Judith. Bienvenue, c'est l'heure du débat de France 24. Aujourd'hui, les marchés et les dirigeants européens étaient tous suspendus aux lèvres de Mario Draghi. Le directeur de la Banque Centrale Européenne promettait il y a quelques jours qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver la zone euro. Eh bien, aujourd'hui, il a révélé son plan d'attaque. D'abord, la BCE recommence à acheter des obligations d'État afin que les pays en difficulté puissent se financer plus facilement. Et deuxièmement, Mario Draghi espère que les États membres vont aussi jouer un rôle. On l'écoute. Les gouvernements doivent se tenir prêts à activer le FESF et le MES sur le marché obligataire si des circonstances financières exceptionnelles et des risques pesant sur la stabilité financière existent. En traduction, Mario Draghi espère un nouveau plan de sauvetage européen, notamment pour l'Espagne. Et quelle est la réaction des marchés ? Les marchés sont déçus. Regardez les chiffres. Londres, Francfort, Paris, Madrid, Milan sont tous en baisse à la clôture. Moins 5,16% pour l'IBEX espagnol, moins 4,64% pour l'indice italien. Alors Mario Draghi a-t-il tout fait comme il l'avait promis pour sauver l'euro ? On pose la question à nos invités ce soir. Christine Cardellan est en plateau avec nous, directrice adjointe de la rédaction de l'Express et directrice de la rédaction de l'Expansion. Merci d'être avec nous. Alexandra Estiot, bonsoir. Vous êtes économiste chez BNP Paribas. Myriam Mascarello, spécialiste économie à France 24. On va avoir besoin de faire un petit peu de pédagogie ce soir. Et Jean-Jacques Rosa, économiste, professeur des universités, auteur d'un livre qui s'intitule « L'euro, comment s'en débarrasser ?» C'est aux éditions Grasset, paru en mai 2011. Merci à vous tous d'être avec nous. Et nous sommes également rejoints au téléphone depuis Madrid par Henri Delaguérie, correspondant européen pour France 24, qui nous donnera la réaction à Madrid. Et par téléphone depuis Rome, par Tristan Desserre, correspondant France 24 à Rome. Je voudrais poser la première question à vous, Alexandra Estiot. Vous êtes économiste chez BNP Paribas. Les marchés ont, dans un premier temps, après l'annonce il y a une semaine de Mario Draghi disant qu'il allait tout faire pour sauver la zone euro, réagi de manière très positive. Et aujourd'hui, après son annonce, tout est en baisse. Qu'est-ce qu'ils attendaient de plus ? En fait, quand Mario Draghi, la semaine dernière, nous a dit que la BCE ferait tout ce qu'il fallait pour sauver l'euro, on en a déduit que la BCE allait acheter des titres de dette souveraine, notamment espagnols et italiens, et que ce sera annoncé lors de la prochaine réunion. Et là, aujourd'hui, ce que nous a dit Mario Draghi, c'est qu'il ne fermait pas la porte à ce genre d'action, mais qu'il ne l'ouvrait pas non plus. Et qu'il fallait que les États en question demandent de l'aide, ce qui permettait d'activer des programmes du FESF et du MES, qui sont les deux fonds de sauvetage européens. Le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité. Alors, il y en a un qui existe actuellement, c'est le FESF, et le MES doit prendre la succession du FESF, pour être clair. C'est ça, oui. Le MES sera permanent alors que le FESF était temporaire. Donc ces deux fonds achèteraient de la dette sur les marchés primaires et secondaires, c'est-à-dire à l'émission ou après quand les investisseurs veulent vendre. Et dans ce cadre-là, la BCE serait prête à amener son poids pour donner plus d'ampleur au mouvement et permettre d'abaisser les taux d'intérêt de façon plus marquée. Myriam Mascarello, le Fonds européen, la Banque centrale européenne a bien annoncé aujourd'hui qu'elle se tenait prête à racheter, certes sur les marchés secondaires, mais à racheter quand même, à recommencer à acheter de la dette souveraine. Oui, elle prend rendez-vous, elle dit qu'elle ira sur les marchés secondaires, qu'elle va reprendre ce qu'on appelle les opérations SMP, donc elle achète sur le marché de l'occasion, effectivement, ce qu'elle a déjà fait en fait au début de la crise de la dette souveraine en 2010. Elle a racheté jusqu'à présent à peu près 200 milliards d'euros de dette. À l'époque, c'était plutôt Portugal, Irlande ou Grèce, bien sûr. Et là, en fait, elle a un frein interne à ce genre de mouvement, c'est la Banque centrale allemande. C'est que la Banque centrale européenne, c'est l'émanation de toutes les banques centrales de la zone euro. Et la BUBA, la Banque centrale allemande, elle estime que c'est contre le mandat de la Banque centrale européenne de le faire parce que, en matière de dette, chaque pays de la zone euro doit être indépendant, chacun avec ses moutons. C'est un peu le message en fait de l'Allemagne depuis le départ. Et donc, en l'occurrence, la Banque centrale européenne dit « je retourne acheter de la dette sur le marché de l'occasion, sur le marché secondaire », mais elle sait que cela ne suffira pas à faire baisser durablement et massivement les taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'elle en appelle aux membres de la zone euro, aux États, qui, eux, ont un instrument tout trouvé, un argent déjà mobilisé au sein du Fonds européen de stabilité financière,
qui, espérons-le, deviendra ensuite un mécanisme permanent qui est le MES. Christine Cardellan, vous vouliez réagir? Oui, je pense que c'est une question de degré. Les marchés sont déçus, c'est vraiment une question de degré. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que Mario Draghi leur dise qu'on allait trouver un mécanisme pour acheter massivement de la dette. Depuis des mois, les marchés espèrent que la Banque Centrale Européenne sera un jour une sorte de prêteur en dernier ressort, comme peut l'être la Banque d'Angleterre avec la livre, enfin les obligations en livre, et comme peut l'être la Fédérale Réserve américaine. Or, ce n'est pas le cas, c'est toujours pas une annonce qui va dans ce sens. Et donc, les marchés attendent ça depuis des mois, l'ont toujours pas. Et ils avaient pris 8% depuis une semaine en espérant qu'on irait un peu dans cette direction. Je pense qu'ils vont reperdre les 8% qu'ils ont pris. Mais aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'a pas donné d'idée du volume, de la quantité de dette qu'elle serait prête à racheter. Elle a simplement fait une déclaration d'intention. On est prêt à racheter la dette souveraine. Oui, mais on ne le fait pas tout de suite. Et deux, lorsque l'autre jour, il disait « et croyez-moi, ce sera assez », enfin, il disait « on est prêt à tout pour sauver l'euro, et croyez-moi, ce sera assez », on n'a pas du tout cette impression aujourd'hui. On a l'impression que ça va encore être des mesures homéopathiques. Et puis le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne ne passe pas la limite, qui est donc d'aller sur les marchés primaires, d'aller massivement acheter de la dette directement à celui qui les émet. Finalement, Jean-Jacques Rosa, le soufflet se dégonfle. Vous aviez raison de citer Mario Draghi qui disait « Croyez-moi, ça sera assez ». Il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions européennes qui, sommet après sommet, mesure après mesure, ont promis plus qu'elles n'ont donné, qu'elles n'ont fait. Une fois encore, finalement, c'est pas assez ? On n'arrête pas de sauver l'euro. N'est-ce pas ? Simplement, le rythme auquel ça fait 2 ans que ça dure. On sauve l'euro s'accélère. Parce que la crise elle-même s'accélère. La situation de la Grèce est dramatique, celle de l'Espagne l'est également. Et ce que nous dit M. Draghi, c'est « je suis prêt à agir ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand on voit ce qu'a fait par exemple M. Bernanke aux États-Unis face à une crise... Le gouverneur de la Fed. Le patron de la Fed, face à une crise financière très très grave aussi. Il a vraiment inondé l'économie américaine de liquidités. Donc il est intervenu massivement et on ne voit rien de tel en Europe. Or, l'une des clés qui ne permettrait pas de sauver l'euro, mais qui nous acheminerait dans la bonne direction, ça serait effectivement que la Banque Centrale Européenne rachète massivement des actifs et notamment des obligations gouvernementales de façon à augmenter la masse monétaire en circulation, ce qui déprécierait l'euro. C'est ce que je préconise dans mon livre. La seule solution immédiate, c'est d'avoir une forte dépréciation de l'euro qui restaure la compétitivité des États qui sont dans une situation désespérée. Mais ça, elle ne peut pas le faire. Mais justement, c'est pour ça qu'elle demande aux États membres de la zone euro de l'aider à travers les fonds de secours, le Fonds européen de stabilité financière. Les États membres européens sont eux-mêmes dans une situation dramatique. Le montant des dettes publiques par rapport au produit national de ces pays est toujours très important quand ces pays ne sont pas au bord de la faillite, comme la Grèce ou l'Espagne. Donc, c'est se débarrasser un petit peu facilement du problème. C'est le mistigris. La Banque Centrale Européenne, comme vous l'avez expliqué, est bloquée. Et donc, on renvoie la balle aux banques centrales nationales qui ne peuvent pas le faire. Alors, on va parler justement du FESF que vous mentionniez, le Fonds européen de stabilité financière. Mario Draghi espérait que les États membres allaient déclencher à nouveau ce FESF pour déclencher un plan de sauvetage à l'image de celui qui a existé pour la Grèce. Et aujourd'hui, c'est l'Espagne qui serait concernée. Alors, on va aller justement à Madrid rejoindre le correspondant européen pour France 24 qui est sur place, Henri Delaguérie. Henri, l'Espagne demandait depuis des semaines à la BCE de racheter de la dette espagnole afin que le taux d'intérêt baisse et que ce soit plus facile pour Madrid de se financer sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, quelle est la réaction de Madrid ? Écoutez, franchement, ici en Espagne, on est vraiment déçus parce qu'on attendait beaucoup de Mario Draghi qui, la semaine dernière, avait un message assez positif. Là, la réaction très concrète, c'est celle des marchés. La bourse qui perd plus de 5%, la prime de risque qui frôle de nouveau les 600 points et les taux d'intérêt qui dépassent les 7%. On est déçus et en même temps, maintenant, on a bien la conviction
que Mariano Rajoy sera obligé d'appeler à l'aide au fonds de secours européen. Et on a le sentiment qu'on a le choix entre deux mauvaises solutions. Si on n'appelle pas à l'aide, la BCE ne va pas racheter de dette espagnole. Et si on appelle à l'aide, ça veut dire que la Troïka, Bruxelles, le FMI et la BCE viendra à Madrid, va contrôler l'économie espagnole, et ça se fera avec de nouvelles conditions, de nouvelles mesures de rigueur dans un pays qui est vraiment au bord de l'explosion sociale. Ça fait 2 ans et demi que les plans de rigueur se succèdent ici, et ça fait 2 ans et demi que ces plans de rigueur ne produisent strictement aucun effet. Ce n'est plus une opinion, c'est une information. La rigueur ne fonctionne pas en Espagne, et voilà, donc on est franchement inquiet et pas du tout rassuré par ces déclarations. Les Espagnols craignent donc l'arrivée de la Troïka, c'est-à-dire une équipe de technocrates qui, comme elle est venue en Grèce pour expliquer aux autorités grecques comment remettre l'économie sur pied, finalement, comment gérer leur pays, comment gérer leurs finances, si l'Espagne venait, ce qui pour l'instant n'est pas avéré, ce n'est pas le cas, si l'Espagne venait à demander effectivement à l'Europe un plan de sauvetage, on peut penser, Henri, qu'il y aurait une contrepartie, c'est la fameuse Troïka dont vous parlez. Oui, effectivement. Il n'y a jamais aucune aide qui est gratuite, entre guillemets. Donc c'est bien l'inquiétude de Mariano Rajoy qui a peur d'être placé sous la tutelle de Bruxelles. J'allais dire encore plus sous la tutelle de Bruxelles, parce que ça fait déjà 6 mois que toutes les mesures qu'il met en place lui sont, entre guillemets, dictées par l'Union européenne. Ici, son surnom, c'est devenu le délégué de Bruxelles. Alors imaginez, s'il demande l'aide de la BCE et du Fonds de soutien européen, ça ne va que s'accentuer. Et Mariano Rajoy, il est pris entre la pression de Bruxelles, la pression de la BCE, mais également la pression de la rue, qui est très importante. Les manifestations se multiplient dans un pays où le chômage atteint 25% de la population, dans un pays où le système de santé ou l'éducation publique sont menacés par les coupes budgétaires. Les Espagnols n'en peuvent plus, et c'est vraiment là le problème, l'équation très difficile à résoudre pour le gouvernement espagnol. Et alors, l'Espagne est en première ligne, mais après l'Espagne, il y a l'Italie. On sait que le chef du gouvernement, Mario Monti, avait fait campagne pour que la Banque Centrale Européenne puisse intervenir, puisse racheter des dettes souveraines. On va donc à Rome rejoindre notre correspondant Tristan Dessert. Tristan, comment est-ce que la nouvelle est accueillie aujourd'hui, l'annonce de Mario Draghi que la BCE va à nouveau acheter des obligations souveraines ? Oui, alors bien sûr, c'est ce pourquoi Mario Monti militait. Il a passé toute la semaine à voyager en Europe pour convaincre les dirigeants européens de laisser la Banque centrale intervenir comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de déception du côté italien que les mesures de la BCE n'aient pas été annoncées de manière plus concrète et de manière plus ferme. Il est vrai que la bourse de Milan a plongé et surtout le spread s'est de nouveau envolé, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel l'Italie emprunte, qui avait plutôt baissé ces derniers jours, s'est de nouveau envolé aujourd'hui. Donc l'Italie emprunte à un coût considérable. Et Mario Monti a prévenu, attention, l'Italie est sous pression et sous une pression trop forte de la part des marchés. Et le danger, en fait, ce contre quoi Mario Monti met en garde, c'est que les Italiens ne supporteront plus cette trop forte pression. Le président du Conseil a déjà demandé beaucoup d'efforts aux Italiens. C'est une cure d'austérité sans précédent qui est mise en place en ce moment. Et pour Mario Monti, si la pression continue, si les taux d'intérêt continuent d'être aussi élevés pour l'Italie, c'est un gouvernement anti-européen, voire anti-euro qui risquerait d'arriver au pouvoir. Et donc, c'est le danger contre lequel Mario Monti veut mettre en garde. Alexandra Estio, est-ce qu'il faut craindre un nouveau plan de sauvetage, cette fois-ci à destination de l'Espagne? Les Espagnols craignent que la Troïka arrive et leur dise comment gérer leur pays et leur impose des mesures d'austérité supérieures à celles qui ont déjà été prises. Est-ce que pourtant il va falloir en passer par là? Est-ce que c'est inévitable? C'est inévitable. On n'est peut-être pas encore là, mais c'est vrai qu'on s'achemine vers ce schéma-là. L'Espagne, à un moment, va plus avoir le choix, va devoir demander de l'aide, parce que les taux auxquels elle emprunte, en fait, il y a une grignotée, tous les efforts qui sont faits par ailleurs pour réduire les déficits budgétaires. Vous faites des économies, mais ce que vous payez en charge d'intérêt augmente. Donc, ce que vous avez fait comme économie, vous le payez en intérêt. Donc, au final, vous n'arrivez pas à réduire votre déficit. Après, il ne faut pas voir... la Troïka, ce n'est pas le grand méchant loup. Ils ne sont pas là... je sais que ça a été la mode à un moment de penser que le FMI, c'était
c'était quasiment un assassin. C'est pas ça. C'est à peu près ce que les Grecs pensent aujourd'hui de la Troïka. Alors, la Grèce, c'est un cas particulier. Il y a énormément de problèmes. Il n'y a pas que le déficit budgétaire. Il y a des problèmes structurels. Aucune des mesures structurelles qui faisaient partie du plan d'accord de la Grèce avec les créditeurs, les créanciers internationaux, ils n'en ont pas appliqué une seule. Donc vous voulez dire l'arrivée de la Troïka en Espagne ne sera pas forcément aussi douloureuse qu'elle a été en Grèce? Parce que les efforts, notamment du gouvernement de Madrid, sont reconnus par les autorités européennes. Ce qui se passe, l'énorme problème de l'économie espagnole, en fait, il est double. C'est que les finances publiques au niveau des régions sont absolument pas contrôlées. On a eu une transformation totale de l'économie. On avait un modèle qui était basé sur une bulle immobilière, donc un emploi dans la construction qui était énorme. Du jour au lendemain, les prix ont commencé à baisser et l'emploi dans la construction s'est écroulé et avec lui tout le taux de chômage. Donc on a des chômeurs dont on ne sait pas quoi en faire, quoi. Il n'y a pas d'emploi pour eux. C'est des gens qui travaillaient dans la construction et là, la construction, elle ne va pas repartir avant des années et des années. C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que l'euro, pour l'Espagne, mais aussi pour la Grèce et même dans une certaine mesure pour la France, ça a été un peu comme une Ferrari qu'on met entre les mains de gens qui ne savent pas conduire. C'est-à-dire qu'on a pu emprunter à des taux qui étaient les taux de l'Allemagne, en fait. On a pu emprunter dans les conditions de l'Allemagne et des taux de l'Allemagne. Et on a emprunté pour faire un peu n'importe quoi. J'étais en Espagne cet été, justement, il y a encore 15 jours. Je me suis trouvée au milieu d'une manifestation quand les mineurs sont arrivés à Madrid, mais surtout à Valencia, qui est une des communautés qui est en difficulté. J'ai vu un gigantesque complexe qui est à la fois l'Opéra Bastille, le Zénith, la Géode, l'aquarium de Monaco, immense, tout blanc, tout beau, tout vide. 3 visiteurs se battant en duel passant là. Pas utilisé, c'est-à-dire qu'on a dépensé énormément parce qu'on a pu emprunter à des taux très très faibles, mais sans vraiment regarder la rentabilité qu'il y avait derrière. Et là, j'ai vraiment touché du doigt parce que 3 jours après, justement, la province de Valencia a appelé au secours. Et là, vraiment, j'ai compris pourquoi ils avaient appelé au secours. Il y a eu des dépenses inconsidérées parce que l'euro a permis de faire ça. Donc les contrôles de la Troïka a posteriori, il ne servirait plus à grand-chose. C'est avant qu'il aurait fallu contrôler. Ouais, surtout que le cas de l'Espagne, ce n'était pas un problème de dérive des finances publiques au départ. On a un pays qui avait un ratio de dette qui était très faible, des déficits qui étaient maîtrisés. C'était l'économie, les agents privés qui se sont surendettés, notamment les ménages, parce que la bulle de l'immobilier, on s'endette pour acheter, les prix vont monter, donc ça vaut le coup, et crise de surendettement, mais au niveau des agents privés. Le problème de dérive des finances publiques, où les taux d'intérêt trop bas n'ont pas donné de contraintes au gouvernement, c'est la Grèce. Qui faisait n'importe quoi, mais on continuait parfois à lui prêter moins cher qu'à l'Allemagne, compte tenu du différentiel de taux d'inflation. Ce n'est pas l'euro, effectivement, qui est, à mon avis, à la base de la crise espagnole. C'est plus une philosophie du crédit, tout comme d'ailleurs les Américains, les consommateurs américains ont emprunté, par exemple, la crise des subprimes, qui est d'ailleurs à l'origine aussi, qui fait partie de la crise que nous vivons aujourd'hui en zone euro. Les consommateurs américains se sont surendettés pour acheter des biens immobiliers. Les Espagnols ont fait la même chose finalement, oui. Sauf que eux, derrière, n'avaient pas ni le gouvernement unique américain, ni la Banque centrale unique, qui est la Fed aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est l'euro. Je vous interromps parce qu'on doit s'interrompre. C'est la fin de la première partie de ce débat, mais on va reprendre le fil de cette conversation dans quelques instants, après la pause, pour la deuxième partie du débat de France 24.